Ne pousse pas. Pardon. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Tool in Actions consacré à Android Annotations, qui est un framework Android. Alors cette présentation va se dérouler autour de trois parties. Une première partie, on va faire un petit point, ou je vais faire un petit point en fait sur Android. Ensuite, Pierre-Yves prendra le relais et vous présentera rapidement le fonctionnement d'Android Annotations. Et enfin, on va finir par un live refactoring ou nettoyage de printemps. Donc là, on va commencer par se présenter. Donc Pierre-Yves. Alors moi en fait je suis le créateur d'Android Annotations et aujourd'hui je suis développeur en freelance pour Sign et j'ai récemment participé à d'autres projets, donc Vox.org et Buzz, si vous avez envie de googler ça. Et sinon voilà, et puis toi Alex? Moi je m'appelle Alexandre Thomas, donc Alexandre le prénom, ça peut porter à confusion. Et donc je suis committeur Android Annotations et également consultant chez eBusiness Information. Et je participe aussi au projet Buzz qui nous a permis en fait de remporter un hackathon en février dernier, un hackathon Android avec 2 personnes qui sont présentes aussi ce soir. Donc voilà, on va commencer par un petit sondage. Donc, qui a déjà trifouillé un peu Android, qui a déjà créé un Hello World, pas mal de monde. Donc ça c'était pas prévu, mais qui est-ce qui a un smartphone Android, tiens, tant qu'à faire? Sûrement les mêmes personnes en fait. Et donc, voilà. Et qui est-ce parmi vous, qui a déjà créé une application qui soit un peu plus complexe donc, et qui l'ont peut-être déjà déployée sur le market? Eh bien, ça fait quand même pas mal de monde. Ah oui, j'ai pas levé la main, moi. Et donc, vous êtes sûrement rendu compte que, voilà, une fois qu'on commence à avoir des applications un peu complexes, avec du code un peu... qu'on commence à avoir pas mal de code, on se rend vite compte que c'est assez difficile de maintenir du code Android. Et donc, ce qui se passe, ce que je disais, c'est assez dur à maintenir, c'est assez difficile à maintenir, et du coup, on se rend compte qu'on peut accumuler de la dette technique assez rapidement, et on se rend compte qu'il y a quelques problèmes qui sont assez récurrents dans Android, et notamment le fait que l'activité est un God-Object. Donc, qu'est-ce qu'un God-Object? En fait, c'est qu'un objet ait trop de responsabilités, on lui donne trop de responsabilités, et on s'en rend compte avec l'activity. En fait, l'activity, elle gère à la fois les vues, donc elle injecte les vues, elle permet aussi l'accès au file system, et également, c'est elle qui gère le cycle de vie. Donc on se rend vite compte, on a pas mal de code dans cette activité, le code devient très long, une classe très longue, et donc c'est pour ça qu'après le code devient très peu maintenable. Et l'objectif en fait d'Android Annotations, notre objectif, c'est de simplifier en fait la maintenance et simplifier cette maintenance en rendant le code beaucoup plus lisible et essayer de le rendre plus clair. Là, je vais laisser la main à Pierre-Yves. Donc je vais vous présenter Android Annotations en quelques mots. Qu'est-ce que c'est Android Annotations? C'est un annotation processor. Micro. Alors, vous m'entendez? Ouais. C'est bon? Ok, donc c'est un annotation processor. En fait, c'est quoi? C'est un truc qui est apparu en Java 6, qui existait avant avec Java 5, mais qui n'était pas un standard et qui a été standardisé en Java 6. L'idée, tout simplement, c'est qu'on va faire des choses à la compilation. Donc, on va ajouter des annotations dans notre code et au moment de compiler ce code, c'est-à-dire qu'au moment finalement où on appelle Javac, on a l'annotation processor qui va être exécuté et qui va permettre de faire différentes choses. La première chose, ça va être générer des ressources. Alors, dans le cas d'Android Annotations, en fait, on va générer du code et principalement des sous-classes d'activités qu'on va utiliser. Et on peut aussi ajouter des erreurs et des warnings à la compilation, donc sur les lignes de code, en fait, directement. Donc, Android Annotations, la base, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de générer du code qui va contenir la partie un peu chiante d'Android, la cacher dans ces classes générées et éventuellement rajouter des warnings, des erreurs de compile si on ne fait pas bien les choses. Alors, Android Annotations, c'est un projet qui est open source sous licence Apache 2. Donc, pour faire simple, la licence Apache 2, vous le savez sûrement, ça veut dire vous faites à peu près ce que vous voulez, on s'en fout. Sous licence, c'est une licence, vous pouvez faire des projets commerciaux, vous pouvez les vendre, etc. Peu importe. Donc, il y a un certain nombre de contributeurs. C'est un projet open source, mais c'est aussi un projet qui est sponsorisé par une entreprise. L'idée pour cette entreprise, c'est de permettre de rendre le projet pérenne, de participer à un projet open source auquel elle croit,
et donc d'assurer voilà, une certaine durée de vie à Android Annotations et nous permettre de bosser dessus. Moi, ça va bien. Et enfin, dernièrement, bah, voilà, ça c'est avant de passer aux choses vraiment concrètes. Il y a pas mal d'applis qui l'utilisent, donc de plus en plus. Alors, notre premier problème, c'est que les gens ne nous disent pas nécessairement quand ils l'utilisent. Donc, si vous avez déjà utilisé ça dans une appli qui est sur le market ou si vous décidez de le faire à l'avenir, n'hésitez pas à envoyer des mails et tout, moi ça m'intéresse. En plus, ça vous fait de la pub, on rajoute ça sur le site et du coup, voilà, chacun y gagne un petit peu, quoi. Donc voilà, donc, on a fait le tour rapidement. Maintenant, on va passer aux choses un petit peu intéressantes. Donc, on va faire un petit nettoyage de printemps. On va prendre une petite appli Android existante et on va la revoir de façon à ajouter Android Annotations et nettoyer le code finalement. Juste, est-ce que vous m'entendez là-bas au fond? C'est bon? J'ai l'impression. Ouais, super, ok. Parce que je m'entends pas, moi. Ok, c'est cool. Donc là, je vais switcher en mode recopie. Voilà, ça commence à activer. Ouais, là, hop. Should be good. Voilà, donc là, on voit plus rien, mais c'est pas grave. C'est fait exprès. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une appli assez simple hein, et on va pas aller très très loin. On est à Devox, donc on va faire une appli avec la liste des présentations. On clique sur un élément, on va voir les détails de la présentation. Jusque là, ça va, on sait pas trop, on n'a pas trop tenté le diable. Donc vous voyez, il y a une press list activity donc, qui va afficher la liste. Et puis quand on va cliquer sur un des éléments, on va aller vers la deuxième activité qui va afficher le détail en lui passant des extras. Donc je vous rappelle que les extras, c'est l'équivalent, on va dire plus ou moins, de paramètres qu'on va donner à la deuxième activité. Cette deuxième activité, elle, va faire un certain nombre de choses. Et là, je vais en profiter pour vous montrer, je ne peux pas tout vous montrer, mais les raisons qui ont fait naître un peu l'envie d'avoir Android Annotations. On se retrouve avec un code en général d'activité qui est assez long, avec notamment du code d'initialisation dans votre activité qui est aussi plutôt long. Typiquement, c'est quoi? Par exemple, si vous voulez activer, faire certains appels à l'API comme rajouter, enlever le titre, mettre en mode full screen, vous vous rappelez jamais comment il faut faire parce que c'est différent pour chaque truc. Et donc, on va chercher sur le web avec toutes les erreurs que ça a ou on va chercher dans un ancien projet, ça prend du temps à chaque fois. De la même manière, les extras, donc ces fameux paramètres, sont identifiés par des clés qui sont des strings. Donc, on n'est pas du tout à l'abri de faire une petite typo, de taper un mauvais caractère à un endroit et on s'en rend compte qu'au runtime, si on a la chance de s'en rendre compte. Donc, ça, c'est pareil, c'est un petit peu gênant. Et enfin, après, on se retrouve aussi, donc pareil, à charger beaucoup de ressources, donc tout un tas de lignes de code, de chargement de toutes les ressources, etc. Dernier point, enfin un des points importants aussi, c'est que finalement, on va définir un layout dans notre activité. Donc l'idée, c'est ce qui va porter toutes les vues, et donc après, on veut récupérer des références sur ces vues, qu'on appelle FindViewById. Et FindViewById renvoie quelque chose de type view, alors qu'il aurait pu renvoyer un tExtensView. Donc ça veut dire qu'on est obligé de caster à chaque fois. C'est un cast qui est un peu inutile et puis en fait ça fait quand même beaucoup de code répétitif qu'on retrouve systématiquement dans toutes les activités. Dernier point, oui je crois que c'est le dernier, presque le dernier, avant-dernier point, finalement les listeners. Donc ça c'est un peu comme dans Swing, c'est l'idée d'associer à une vue un click listener ou un touch listener, voilà. Et donc, on fait ça sous forme de classe anonyme parce que ça permet d'écrire le code au même endroit, mais ça fait quand même beaucoup de bruit. Donc récemment, je suis allé au Scala User Group, ils avaient un truc sur Scala sur Android, et ils proposaient de passer par des closures pour faire ça. C'était assez sympa, bon pas aussi sympa qu'Android Annotations, vous comprenez bien, mais c'était pas mal. Et donc voilà, donc là on se retrouve toujours avec tout ce bruit qui finalement, tout ce qui nous intéresse là, c'est de voir que quand on clique, ça appelle telle méthode finalement. Et le dernier point, alors ça c'est un peu le truc, le grand classique d'Android. Donc sur Android, finalement quand vous affichez des choses, ça se passe dans le thread de la UI et si vous voulez faire des choses en parallèle, vous créez un thread, vous exécutez des choses dedans. C'est pas forcément évident de se synchroniser entre les threads, de passer de l'un à l'autre, etc. Et pour ça, vous avez la sync task qui vous permet en fait définir des méthodes, donc des callbacks. DoInBackground va être exécuté en tâche de fond. Et ensuite, vous avez des méthodes comme onProgressUpdate. Ici, vous appelez publishProgress et ça va publier un progress sur le thread de la UI et cette méthode s'exécute sur le thread de la UI et celle-là, une fois que c'est terminé, s'exécute aussi sur le thread de la UI. Donc ça vous permet de gérer les interactions entre les threads. C'est sympa et tout. Mais une fois de plus, on se retrouve souvent à faire des classes anonymes. Alors là, en plus, le petit truc vraiment sympa, c'est qu'on a 3 paramètres génériques. Alors quand vous regardez le code comme ça, il faut se dire, alors attends, c'est quoi déjà le premier paramètre? Alors là, c'est en fait param progress result. Mais il faut se souvenir
Surtout dans le cas où en fait on s'en fout, on n'a pas de paramètres à donner, donc on est obligé de mettre le type void et puis de ne pas s'en servir, mais de l'avoir là quand même. On retourne void, donc on retourne nul. Enfin finalement ça fait quand même beaucoup de code qui est un artefact et qui n'est pas nécessaire. Donc voilà, donc là je vous ai présenté un peu un certain nombre de problèmes. À part ça, Android c'est super cool, on n'est pas non plus en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il y a un certain nombre de petits trucs qui titillent à force de développer sur Android. Donc là c'est le moment où je crois que tu reprends la main. C'est ça. Donc on va intégrer Android Annotations dans ce projet-là. Alors, on va commencer déjà, on peut remarquer qu'on a deux dossiers dans notre projet, xlib et libs. Et en fait, c'est à l'intérieur qu'on a nos deux jars qu'on va intégrer en fait. Donc là, on ajoute le jar de API dans notre build pass. Donc là, Pierre il l'ajoute. Ensuite, on va activer en fait l'annotation processing. Donc ça, c'est dans les properties du projet, dans Java Compiler, annotation processing. Et là, en fait, on active et ensuite on ajoute dans Factory Pass, là, on va ajouter le jar en fait, de la notation processor. Donc c'est le jar sans -API en fait. Voilà, une fois qu'on l'a ajouté, en fait, à partir de ce point-là, là, Android Annotation est inclus dans le projet et là maintenant on va pouvoir utiliser les annotations dans notre projet. Donc comment ça fonctionne? Et bien là, en fait, on a notre activité, donc la press list activity, qui est la liste, en fait, la fameuse liste des conférences que Pierre vous disait tout à l'heure. Donc là, on va l'annoter avec e-activity. Donc là, normalement, on devrait avoir une petite erreur. Une fois qu'on sauvegarde, en fait, c'est une erreur de compilation. Et en fait, Android Annotations nous indique que, voilà, comme disait Pierre tout à l'heure, ça génère en fait des sous-classes. Android Annotations génère des sous-classes. Et c'est cette sous-classe-là que vous allez indiquer en fait dans l'Android Manifest. Donc cette erreur de compilation est là pour vous l'indiquer. Donc là, il suffit d'aller dans l'Android Manifest et de rajouter en fait un underscore. Et c'est le nom en fait de cette sous-classe. On ajoute l'underscore et à ce moment-là, normalement, on n'a plus d'erreur. Une fois qu'on a ce point-là, là, on va ajouter en fait le layout. Enfin, on peut indiquer le layout de votre activity. Donc là, on va l'indiquer. Donc c'est R layout press list. Ça, on l'indique en fait en tant que valeur de la notation. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire un set content view. Une fois que vous avez ça, en fait, on va passer l'activity en full screen et sans en fait la barre de titre, donc en mode no title. Et donc ça vous permet d'éviter 2 lignes de code. Et c'est assez simple en fait à retenir finalement. Donc là, Pierre-Yves le fait, on passe en full screen. Et là, il va enlever cette ligne de code. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter en fait notre première vue. Donc là, comme on injecte, on a notre vue avec view by ID. Et là, en fait, ça va prendre en compte comme ID de cette vue. On va prendre le nom du champ. Donc voilà, là on peut supprimer encore. Là, c'est beaucoup de suppression. Ensuite, on va passer au item click. Donc là, c'était le listener là, qui permet, à chaque fois qu'on clique sur un élément de la liste, d'exécuter une méthode. Là, ce qu'on fait, on va annoter en fait, notre méthode directement avec item click. Et là, ça prend directement en compte. On a une convention, en fait, c'est que là, vous pouvez voir que ça s'appelle press list item clicked. Et à ce moment-là, pour pouvoir associer un item click listener, il faut lui indiquer l'ID de la liste. Donc là, en fait, ça va prendre press list, ça sera l'ID qui sera utilisé. Hop. Donc on supprime encore. Donc là, on a déjà pas mal allégé le code. On le voit bien quand même. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer en fait, on a les press adapteurs. Donc press adapteur, en fait, c'est l'adapteur de notre liste view. Donc les listes view, elles disposent toutes d'un adapteur qui permet en fait l'organisation de la gestion des données et aussi l'injection en fait des vues, de la création de la vue de chacun des items de la liste. Donc là, on va annoter en fait notre classe press adapteur avec ebin. Donc, ce qui nous permet en fait d'utiliser Android Annotations, enfin les annotations d'Android Annotations à l'intérieur de cette classe-là, et qui nous permettra en fait de l'injecter dans notre classe précédente. Donc là, on injecte en fait aussi, on peut injecter un contexte. Donc ça, c'est super important. Enfin, on trouve que c'est super important parce que le contexte, c'est vrai que souvent en développement Android, on se le trimballe en fait du début à la fin parce que vu qu'en fait à chaque fois qu'on veut appeler une méthode, gestion de fichiers, etc., on passe en fait par le contexte très souvent. Et ça évite en fait de te trimballer dans les constructeurs ou de se passer de classe en classe. Et ça, on trouve que c'est important. Je trouve en tout cas que c'est très important. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi injecter en fait des ressources. Donc là, ce sera des tableaux de string. Donc pareil en fait, ça prend là on a press titles et press speakers comme nom de champ et ça va prendre ce nom de champ comme étant l'ID en fait de cette chaîne de caractères, enfin ce tableau de chaîne de caractères. On les supprime aussi. Maintenant en fait,
on a une méthode en fait qui c'est initAdapter qui est exécutée qui est en fait dans le constructeur, mais là on n'a plus de constructeur finalement parce qu'on va l'injecter. Donc on a une annotation qui s'appelle afterInject et elle sera exécutée en fait juste après l'injection de cette classe. Enfin, juste après que cette classe soit injectée. Donc là tu es revenu dans PreseListActivity, là on est dans PreseListActivity, l'activité précédente, et là on va annoter notre champ avec bin. Donc là, ça nous l'injectera. On peut supprimer du coup. On passe maintenant au after views. On va noter en fait, on a une méthode fillList qui est exécutée, qui était exécutée dans le onCreate, et là en fait, on va la noter avec after views, et cette méthode-là sera exécutée juste après l'injection de toutes nos vues. Donc c'est ici que vous allez faire tout votre traitement. Vous voulez faire des modifs, etc. Un traitement que vous voulez faire sur vos vues, c'est dans cette méthode-là, au lancement en tout cas de votre activité. Et donc maintenant, on passe à l'activité Speakers Details Activity, et c'est l'activité, donc détails des speakers, donc des conférences, etc. C'est lorsqu'on va cliquer sur un élément de la liste, on va atterrir ici. Donc là, c'est à peu près la même chose. On a notre activité, on va la noter avec eActivity, c'est le réflexe à prendre sur Android Notations. Toutes les activités sont notées avec ça. On indique aussi le layout. Donc là, Pierre-Yves indique le layout. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, no title, full screen, comme ça on peut enlever pas mal de bouts de code. On a oublié quelque chose, on a oublié d'aller l'indiquer dans l'Android manifest, parce que voilà, ça génère une sous-classe, il faut aller l'indiquer. On va dans l'Android manifest, on rajoute aussi un underscore, qui est le nom de notre sous-classe, et ensuite on reviendra à notre liste, et là on va passer aux extras. Donc là, les extras, Pierre-Yves en parlait tout à l'heure. C'est les paramètres que vous passez dans votre activité lorsque vous la lancez. En fait. Vous pouvez passer des paramètres et ça vous permet de passer les paramètres. Donc, je me répète. Donc là, c'est simple. Vous avez vos champs, vous les annotez avec extra, vous indiquez en fait on va dire l'identifiant, on va indiquer je crois que tu as mis title, je crois. Ouais. Là, c'est speaker, attention. J'ai entendu qu'est-ce qu'il fait dans l'assistance. Bah oui. Et donc voilà, là on a nos extras, on a pu enlever pareil 4 lignes de code, on a nos extras, on va pouvoir après les utiliser comme on veut et dans notre activité. Là qu'est-ce qu'on fait? Là on va passer aussi à l'injection de ressources, là on va injecter en fait des animations. Donc dans Android on a des animations qui permettent de faire bouger des éléments. Là on les injecte exactement pareil, là avec la notation animation res. Donc pareil, ça va prendre encore, là on a slide out to left, à ce moment-là ça va prendre cet ID là là, c'est plutôt le nom de votre fichier dans les ressources, en fait, dans le dossier anim de vos ressources. Ce sera plutôt ce nom de fichier qui sera pris en compte. Donc là, pareil, on supprime les animations. Donc là, on a quand même une bonne partie de nos ressources qui sont au-dessus. Maintenant, on va passer à... Non, on a encore une dernière ressource. Une petite dernière. Donc là, c'est HTML, c'est parce que c'est dans vos chaînes de caractères. Vous pouvez aussi mettre à la fois des chaînes de caractères basiques, mais aussi du HTML. Donc HTML très limité, vous pouvez juste, on ne peut pas faire une page HTML, mais on peut mettre en gras des éléments. C'est ce qui permet de mettre en gras certains éléments d'une chaîne, ou encore colorer des petits bouts, ou encore souligner, etc. Pour un petit formatage. Où on en est là, on va passer aussi à l'injection des vues, comme dans l'autre activité. Pareil, view by ID partout, parce qu'on prend en compte toujours le nom du champ, ce qui sera l'ID de notre vue. Voilà. Donc là, vous vous rendez bien compte que quand on a plein de vues, c'est vrai que, je sais pas, on peut être sur l'affichage d'un bon, l'affichage de quoi que ce soit, où on a plein de text view. C'est vrai qu'après, si vous tapez tout un bloc de find view by ID, ça devient lourd en fait, et on se demande pourquoi. Pourquoi c'est là. Enfin, après, plus on a de champs, plus on a de vues, plus on a de find view by ID. C'est vrai que c'est assez répétitif et carrément rébarbatif. Donc là on a un souci en fait, et c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'existe pas en fait de vue ayant un ID équivalent à speaker image view. En fait, ça, c'est parce qu'on peut indiquer un ID différent. Enfin, on peut indiquer en fait directement l'ID. Donc là, c'est RID, speaker photo. Donc comme on peut, comme en fait on fait normalement. Donc là, on supprime 6 lignes de code. Donc là, on a quand même allégé, on a sacrément allégé la méthode onCreate. Là, on va passer au listener. En fait, c'est au clic sur chacun des boutons, et ça peut même être des vues, n'importe quelle vue. On annote avec clic. Là, ça ressemble un petit peu, en fait, ça ressemble carrément à la notation
item click, on va prendre en compte en fait le nom timing button comme étant l'ID de votre vue. Et là, cette méthode sera associée directement à l'action du clic sur le bouton. Donc là, on l'a fait pour les deux. Et là, on a aussi la possibilité de, pardon, de mettre d'indiquer plusieurs, que plusieurs boutons ou plusieurs vues correspondent à cette action-là, cette action du clic et à cette méthode. Donc là, on a on a show button et show button view, show button 2, qui en fait, au clic, pardon, lançons cette méthode. Il n'y a pas peu d'eau. Ah, j'ai bien goûté. Merci. Excusez-moi. C'est vrai qu'il parle beaucoup, moi ça va. Tu peux prendre le relais. Oh non, tu fais ça bien. Ah, excusez-moi. Alors, là, on reprend. Pareil, en fait, after views, c'est la notation qui nous permet d'effectuer un traitement après l'injection des vues. Donc là, on l'a mis sur cette méthode-là. Et là, on se rend compte que notre méthode onCreate, donc la méthode de base, là, elle nous sert plus à rien, donc on la supprime. C'est un peu rébarbatif aussi de supprimer des choses comme ça depuis les vues, je trouve. Et maintenant, on va passer. C'est du DDD, Delete Driven Development. Pardon. Donc là, l'async task, comme il vous a présenté tout à l'heure, ça peut être lourd. Bon, c'était bien quand c'est sorti, mais c'est vrai que ça peut être lourd. Et en fait, on va le remplacer par deux annotations, donc la notation background et la notation UIthread. Donc la notation background permettra d'exécuter la méthode qu'on aura annotée en background dans un autre thread, et la notation UIthread permettra d'exécuter cette méthode dans l'UIthread et qui permettra de modifier la vue en fait. Sinon vous n'avez aucun accès à la vue. Donc là on supprime, tu peux lancer. Donc là on supprime pas, c'est qu'on supprime carrément le concept d'async task. Voilà, on est bon. Donc là on a supprimé, on a vu le background, on a vu thread, là on retourne dans l'activité PressList Activity, donc notre première activité. Et tout à l'heure en fait on vous parlait des extras. Donc les extras on les a indiqués dans la page des détails, enfin dans l'activité détail. Et là en fait Android Annotations apporte en fait un builder, ce qui nous permet, enfin un intent builder, ce qui permet de créer très facilement un intent et de lui indiquer par rapport en fait aux extras que vous aurez précisés dans l'activité que vous allez lancer, de pouvoir indiquer directement vos extras. Donc là, si on se souvient bien, dans l'autre activité, on avait un title, on avait une photo ID, on avait un speaker. Et donc là, ça nous crée très facilement, en fait, voilà, on a ce builder, on peut créer très facilement l'activité et la lancer et l'exécuter. Enfin, l'exécuter, plutôt la lancer. Voilà. Donc là, on enlève tout ça. Ça, c'est bien pratique aussi. Et là, normalement, on est bon. On est bon. Avant de vous faire une petite démo du résultat, on va vous montrer un petit peu, parce qu'on vous a dit on génère du code et tout, machin. Ce code, c'est pas magique, hein. C'est pas on met des annotations, puis c'est magique, on sait pas trop ce qui se passe, etc. L'idée, c'est qu'on génère une sous-classe de l'activité. Donc évidemment, on peut aller regarder le code de cette sous-classe. Et c'est du code Java qui est généré, c'est pas du bytecode. Donc ça a le gros avantage de vous permettre d'aller regarder ce qui se passe, éventuellement mettre des points de debug, et surtout si vous ne croyez pas en la magie, d'aller voir un peu comment ça se passe, quoi. Donc typiquement, là on s'aperçoit que tout le code qu'on avait tout à l'heure dans l'activité directement, là il se retrouve dans la classe phi. Donc il y a un certain nombre de choses intéressantes. On retrouve les find view by ID, etc. Les listeners, on va pouvoir voir aussi que les méthodes qui s'exécutent sur le thread de la UI, en fait, elles font appel au handler et elles posent des runables pour exécuter la méthode parente dans le thread de la UI. Donc ça, c'est un peu les tricks qu'on a utilisés pour pouvoir faire ça. Pour le background, on passe par un exécuteur service, par exemple, ce que fait la sync task aussi, d'ailleurs, hein, au passage. Voilà, donc ça vous permet de voir qu'en fait, le code est disponible en réalité. Donc dernier petit point, une petite démo, donc pour ça il va falloir lancer le projet. Donc là on croise les doigts, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un oubli. Si quelqu'un a vu un oubli.
Voilà, donc là on a. Alors, par contre, C'est un peu grand. l'émulateur est trop grand, c'est la première fois que je vois ça. Donc on a la liste des confs. Donc par exemple, tiens, on va en prendre une au hasard. Donc ça, je précise, donc Stéphane et Romain tout à l'heure présenteront Gatling. En fait, on travaille ensemble, donc voilà. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on voit un peu plus que ça, et en plus je ne pourrais pas bouger l'émulateur. Donc en gros, c'est rien, là, en gros il y avait la vue qu'on avait, il y a la vue détail, quand on clique, il se passe des choses. Là on a un décompte, mais en fait on ne va pas réussir à voir ce qui est écrit. Mais bon, ça c'était juste pour la petite démo. L'idée elle est clairement là, c'est de vous permettre de développer du code Android en gardant un code relativement clair. Quand vous revenez dessus, du coup, vous n'êtes pas encombré par tout un tas d'artefacts qui sont juste du bruit. Vous pouvez vous concentrer sur votre métier, vous mettez l'infrastructure un peu de côté. Et si vous avez besoin d'y retourner, eh ben vous pouvez. Un autre point aussi intéressant, c'est que finalement, vous n'êtes pas lock-in. Vous avez tout à fait la possibilité à tout moment de vous défaire d'Android Annotations. Dans ce cas-là, tout simplement, vous gardez les classes générées, vous arrêtez l'annotation processing. Et là, vous pouvez partir de ça et refaire l'Android si jamais ça ne vous plaît pas. Moi, je suis sûr que vous allez adorer. Mais voilà, l'idée, c'est quand même que vous n'êtes pas complètement bloqué là-dessus. Et on a plein de choses dans le pipe, on veut faire plein de choses. Mais éventuellement, là, il reste 5 minutes pour des questions. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un projet pour que ce soit intégré au SDK standard Android ou est-ce que ça va l'être? La réponse est non. Si quelqu'un de chez Google a envie de venir en discuter, on peut en discuter, mais pour l'instant, non. Plusieurs questions. Première chose, c'est sur les intents. Vous avez des strings pour déclarer la clé. Pourquoi vous avez fait le choix, si c'est un choix, d'avoir laissé les clés des intents et pas juste des bits dans la clé? C'est une très bonne question. Donc je vais la redire pour qu'elle soit enregistrée. Sur les intents, donc on a vu tout à l'heure, tu veux y répondre? Non, tu n'es peut-être pas sur le projet. Non. Sur les intents qu'on a vu là, donc c'est vrai que j'ai un peu bâché en disant c'est chiant, il y a des strings, et puis derrière, mais pourquoi on a quand même des strings dans les extras? Figure-toi qu'en faisant l'après, je me suis dit non, il faudrait quand même potentiellement les virer ces strings. À la base, c'était parce que je me disais ouais, mais si on change le nom du champ, machin et tout, mais en fait non, il n'y a pas de bonne raison. Et ça fait partie des choses qui peuvent rejoindre la to-do list des choses à faire. Tout qui est protectif. Comment? Tout qui est protectif. Non. Autre question très intéressante. Donc, pourquoi ou est-ce que tout est protected? Alors, en réalité, donc là on parle des champs de la classe et des méthodes et de leur visibilité. Tout est en fait package private, donc là on n'a pas mis de mot-clé, ou en fait les méthodes et les champs peuvent être package private, public ou protected, mais pas private. Pourquoi? Parce qu'on génère une sous-classe, qu'on ne fait pas de magie, qu'on ne va pas instrumenter le bytecode, etc. et que donc on a besoin d'accéder au champ depuis la sous-classe. C'est une contrainte introduite par Android Annotation, oui, voilà, ça fait partie des choses. Une question. La première, c'est pourquoi avoir fait le choix de prendre autant d'annotations différentes en fait, pour des ressources? Parce que ça pourrait pas être fait par modèle. C'est aussi une bonne question. Tu veux y répondre? Non, vas-y. T'as l'air bien parti, j'ai bien parlé, maintenant ça toi. Ok. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'on a appris autant d'annotations différentes pour les ressources et en fait pour tout? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un @inject magique qui fait tout seul? Eh ben le gros problème vient de là, c'est qu'en fait on n'a pas... quand vous faites de l'injection de dépendance, en général vous avez par exemple si vous utilisez Spring ou Juice, vous avez des endroits où vous mettez vos annotations puis vous avez un endroit où vous décrivez ce qui doit se passer. Quand j'ai besoin de ça, tu me donnes ça. Quand j'ai besoin de ça, tu me donnes ça. On n'a pas cet endroit-là. Donc en réalité, on n'est pas en capacité de dire, alors si j'ai ça et ceci et cela, alors tu fais ça. C'est pour ça qu'on est obligé de préciser via une annotation quel est le type on veut retirer. Et par ailleurs, pour les ressources, au tout départ, il y avait juste une annotation @res qui permettait d'injecter tout type de ressources en fonction du type, du champ. Mais en réalité, il s'avère que certaines ressources on utilise les mêmes types, genre des int ou des trucs comme ça, et ce sont des ressources de types différents. Donc tu n'as pas moyen dans ce cas-là de savoir lequel est attendu en fait. Donc on aurait pu introduire ça différemment. C'est vrai qu'on a fait une annotation pour chaque type de ressource.
La structure est quand même assez toujours la même, c'est XXX res, et donc animation pour une animation, etc. Est-ce qu'il y a un SDK minimum et est-ce que ça marche dans l'intégration continue? Tu veux répondre? Vas-y. Est-ce qu'il y a un SDK minimum? Est-ce que ça marche sur l'intégration continue? SDK minimum 1.5. Ça fait longtemps que je n'ai pas retesté, mais normalement, tous les projets de test sont 1.5. Intégration continue. Alors, Android Annotation est testé sur CloudBees dans un Jenkins déjà, avec les projets de test, etc., qui sont aussi des projets Android. Donc oui, il n'y a pas de, il y a aucun, ça marche en problème. Ça marche avec du Maven, ça marche avec du Ant, ça marche dans Eclipse. Il y a des gens qui l'ont fait dans, alors NetBeans, je crois à un moment. Il y a des gens qui l'ont fait dans IntelliJ. Il y a des gens qui l'ont fait aussi avec du, comment s'appelle le truc en Groovy là, pas Maven, et Gradle, je crois. Voilà, il y a différents, c'est juste différentes manières d'activer la notation processing et après ça roule quoi. Olivier, attention. Comment? Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc ça c'est une question d'Olivier. Est-ce que c'est du Java 1.6? Oui, c'est nécessaire. À 5 ça ne marchera pas. Donc voilà. Et en fait En fait, il suffit de mettre le jar dans le class-path de Javac et automatiquement la notation processing est activée. En fait, c'est le principe des services. Mais je ne vais pas en dire trop parce que sinon Olivier va me dire que j'ai tort. Parce que je vais faire des erreurs. J'ai une question au fond, je crois. Est-ce que tu peux te rapprocher s'il te plaît parce qu'on ne t'entend pas du tout. Oui. On entend. Vas-y. Attends, j'écoute. Tu répondras. Moi, je pense. Oui, tu réponds. Ok, donc on avait deux questions. Est-ce que les classes générées se retrouvent dans le projet Android? Oui. Oui. Putain, time's up. Est-ce que les classes générées se retrouvent dans le projet? Oui. Est-ce que il n'y a pas de problème de compatibilité Java 5, Java 6? Voilà. Ça va être tout pour les questions parce qu'on est short au niveau du time, on nous a demandé de ne pas déborder. Oui, alors vous pouvez venir nous voir, Pas de souci. même si Alex répond aussi aux questions en vrai, dans la vraie vie, hein. Et vous pouvez venir nous voir après, moi j'ai des pins, on me reconnaît facilement, et pour poser vos questions après la conf. Voilà.